Bien. Bonjour à tous. On va attendre juste quelques minutes pour le temps que tout le monde se connecte et on va démarrer notre présentation. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire donc sur la loi DADU. Donc la présentation sera enregistrée et vos micros sont coupés. On les ouvrira à la fin pour la question-réponse. Et si vous voulez, entre-temps, vous pouvez écrire la question dans le chat et on répondra à la fin euh, quand c'est prévu. Ok, donc pour commencer, je vais laisser juste Aurélien se présenter et je prendrai après la main par rapport à ça. Oui, bonjour à toutes et tous. Aurélien Wagner, du coup, je suis directeur de projet chez Energis depuis 13 ans. Je suis référent technique également sur la partie audit énergétique, donc au niveau national. Et voilà, donc je fais de l'audit énergétique, de l'expertise sur des process, sur de la thermique par exemple, de la formation et tout ce qui est lié au schéma directeur décarbonation. Également référencé chez Pacte Industrie au niveau des études mixtes énergétiques et pro-RFI, dont on parlera à la fin. Très bien, merci Aurélien. Donc moi c'est Karl Abimoussa, donc je suis le responsable conseil Indus chez Energis. Ça fait déjà 5 ans dans l'entreprise. Donc dans le conseil Indus, on chapeaute tout ce qui est audit, ISO 50001, formation. Donc voilà tout ce qui est dans le conseil chez l'industriel pour sa performance énergétique. Voilà. Donc pour commencer, une petite introduction. C'est quoi Energis? Donc Energis, c'est 30 millions de chiffre d'affaires avec 170 collaborateurs et 9 sites en France. Donc on a trois grandes activités pour réussir une transition énergétique. On a tout ce qui est conseil, donc on va parler de tout ce qui est audit, formation, suivre, anticiper, tout ce qui est réglementation.
Après, on va rentrer tous dans le domaine ingénierie, donc tout ce qui est conception, la mise en œuvre de vos projets, de décarbonation par exemple, sur vos sites industriels. Et on a une partie qui s'appelle solutions, donc on va trouver des financements possibles pour vos projets industriels et les piloter dans le temps. À savoir, donc, on a un interlocuteur unique pour tous vos projets. Donc, le but, c'est de consommer moins, donc réduire vos besoins énergétiques, de mieux consommer, donc améliorer l'efficacité énergétique et de consommer différemment, donc de passer des énergies fossiles vers des énergies renouvelables. À savoir que les enjeux chez les industriels, ils sont divers. Donc, on peut voir la maîtrise des coûts énergie, réduire la dépendance au prix, être en conformité réglementaire, prioriser les actions et diminuer les empreintes carbone. Pour tout ça, on a toujours des solutions. Donc, on va identifier aussi les postes énergivores. On va estimer les économies réalisables. On va voir comment réduire dans la durée les consommations, respecter la loi d'Alu, donc le sujet du jour. On va hiérarchiser les actions selon la rentabilité, la faisabilité, et on va proposer des solutions qui sont moins carbonées par rapport à ce que vous avez actuellement. Nos 9 sites sont présents partout sur le territoire national, donc on est au plus près de tous nos industriels. Donc on peut agir rapidement par rapport à la solution ou la demande de l'industriel par rapport à n'importe quel sujet. Voilà un peu pour la présentation un peu de Energis rapidement. Aujourd'hui, on va traiter la loi d'ADU. Donc, la loi d'ADU, elle a été adoptée par l'Union européenne le 25 juillet 2023, a été retranscrite le 1er octobre 2025 en France, selon la DEE, donc la Directive européenne sur l'efficacité énergétique, et elle donne une nouvelle logique d'obligation en fonction des consommations énergétiques et non plus par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, elle va imposer à l'ensemble du tissu industriel des audits énergétiques à partir de 2,75 gigawattheures ou une certification ISO 50001 quand on dépasse le seuil des 23,6 gigawattheures. Donc, cette nouvelle représente une étape clé dans la décarbonation de l'industrie et elle vise aussi la neutralité à l'horizon de 2050. Ça change pas. Voilà. À savoir, donc la situation passée, c'était quoi? Donc, on avait une entreprise qui dépassait les 250 salariés ou un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions ou un bilan de 43 millions. Donc, c'était audit obligatoire suivant la norme EN 16247 par des auditeurs ou un organisme qualifié tous les 4 ans sur un périmètre de 80% de la facture énergétique, sauf si ces entreprises sont ISO 50001, ils seront exempts de ces audits obligatoires. Ce qui change à partir du 1er octobre 2025, c'est si on est inférieur à 2,75, donc c'est un audit conseillé, et de là, on vous recommande des aides potentielles de l'ADEME ou des régions pour faire ces audits-là. Quand on est entre 2,75 et 23,6 gigawattheures, et donc là, ça devient un audit obligatoire, et donc il faut avoir cet audit avant le 11 octobre 2026. Et là, on parle que de toutes les entreprises qui n'ont jamais fait d'audit obligatoire, donc ils doivent être conformes avant le 11 octobre 2026. Toutes les entreprises qui restent dans le cadre d'un audit obligatoire, ils sont soumis à la règle des 4 ans. Donc, ils doivent, par rapport à l'ancien audit, continuer après les 4 ans de refaire votre audit énergétique réglementaire. La règle de l'ISO 50001 reste toujours valable. Donc, tous les sites qui sont certifiés ISO 50001 dans cette catégorie sont exempts d'audit énergétique. Ce qui ajoute en plus, donc tout ce qui dépasse les 23,6 gigawattheures, là, ils ne sont plus dans un audit obligatoire, mais plus un système certifié ISO 50001 qui sera obligatoire et à mettre en place avant le 11 octobre 2027. Et il y aura 2 exceptions à la règle. Donc, si on est 14001, on peut être exempt de la mise en place de l'ISO 50001, mais il faut faire les audits énergétiques tous les 4 ans. Et si on a un CPE couvrant au moins 80% des consommations d'énergie finale, on sera aussi exempt d'ISO 50001, mais aussi soumis à l'audit énergétique réglementaire. À savoir que ces consos sont les bilans de vos 3 dernières années. Donc, on va voir la moyenne des 3 dernières années pour voir dans quelle catégorie vous vous situez par rapport à euh, euh, l'entreprise. Et à savoir, c'est sur le SIREN, donc sur la globalité du SIREN. Je passe la main à Aurélien pour tout ce qui est audit énergétique.
qui parle? Bah, je sais pas. Il a son micro coupé. Pardon, avec le micro, c'est mieux. Voilà. Mince. Donc, on va regarder l'objectif déjà et les périmètres, le périmètre de l'audit. Donc, le but d'un audit énergétique, c'est bien d'améliorer la performance énergétique. C'est vraiment axé sur l'efficacité énergétique et la nouvelle norme a aussi intégré un petit peu, on va dire, il faut regarder aussi tout ce qui est ENR, mais pas forcément dans le détail. Mais sinon, c'est vraiment axé performance énergétique. Et bien sûr, le but de l'audit, c'est aussi bah, d'être en conformité avec la réglementation, hein, ça c'est voilà, avec la nouvelle réglementation. Et également, en fonction des projets que vous avez sur le site ou les sites, il peut y avoir en fait un prérequis de l'audit. Par exemple, pour un BCIAT, donc tout ce qui est chaufferie biomasse, par exemple. Également les études mix énergétiques au niveau de Pacte Industrie et des projets de décarbonation qui demandent en fait des aides, des subventions diverses. Et l'ADEME, moi, qui est principal en France, au niveau des aides, demande au moins d'avoir fait un audit Il y a et des des fois d'avoir fait des études mix énergétiques afin de voir si la solution proposée et à subventionner est la plus pertinente. Et donc après, sur quel périmètre l'audit? Si c'est réglementaire, c'est 80% du sirène. Donc attention, hein, dans les entreprises, un seul site, c'est plutôt simple, un sirène, un site. Mais quand on est en multisite, en groupe, ce qui compte, c'est vraiment le sirène. Et donc de là, on va regarder toutes les consommations d'énergie du sirène. Et c'est bien cette consommation-là sur les 3 dernières années qui est la référence pour savoir si c'est réglementaire ou non, et si on fait un audit ou si on fait de l'ISO 50001, si on est obligé. Et du coup, on regarde bien toutes les usines, les sites, que ça soit au niveau process, utilité, bâtiment, transport. Le transport, faut pas l'oublier. Si vous avez des factures, ce qui compte bien sûr, c'est les factures, hein, consommation est facturée. Bah, ce qui va compter dans le transport, ça va être tout ce qui est carburant, donc il faut aussi les compter, parce que pour certains, c'est assez important. Et après, si vous n'êtes pas soumis réglementairement à l'audit, et ben en fait là, l'industriel va choisir s'il fait un audit classique, on va dire, réglementaire, ou s'il veut qu'un audit spécifique sur un process, un atelier, un bâtiment, etc. Ou des utilités, etc. Voilà. Donc là, il choisit. Mais après, on peut très bien faire aussi des audits réglementaires et aller plus loin sur certains usages. Ça aussi, c'est possible, hein. Il faut juste le spécifier lors de votre besoin. Et donc après, l'audit énergétique, il est normé. Donc là, on doit suivre la 16247. Et pour tout ce qui est audit procédé, donc généralement, c'est l'industrie, bah, et du coup, il faut que ça soit de niveau 2. Parce que dans la norme, on a différents niveaux. Niveau 1, ça va être plutôt des audits standards, plutôt axés bâtiment. Donc voilà, c'est plutôt des choses assez simples, on va dire, pas forcément de mesures, etc. Et surtout avec on n'est pas obligé d'aller mesurer tout ce qu'il faut, parce que des fois, bah, il y a des règles dans les bâtiments qui sont plutôt simples et répétables. Alors que dans l'industrie, même si des fois on retrouve des mêmes process chez certains industriels, tout le monde ne les utilise pas pareil, il n'y a pas les mêmes utilités, etc. Donc niveau 2, ça c'est important, on mesure, on essaye de détailler le plus possible les répartitions de consommation et surtout bah, on fait des calculs d'économie d'énergie et de rentabilité à partir, on va dire, de vos mesures ou de nos mesures. Et, euh, et voilà. Et après, le niveau 3, il va plus loin. Alors c'est un niveau 2 et on rajoute à la fin les actions d'économie d'énergie, elles doivent être non pas juste estimées, ça doit être des devis. Donc du coup, ça rajoute quand même pas mal de choses au niveau de la mission. Parce que pour avoir un devis qui tient la route, bah forcément, des fois, il faut essayer d'avoir un cahier des charges, bien caractériser la solution et du coup, derrière, de faire chiffrer une ou plusieurs entreprises pour avoir le devis. Donc voilà. Mais c'est la seule différence par rapport au niveau 2. Et donc derrière, donc niveau 2, ça c'est bon. Bien sûr, dans le niveau 2, il y a un plan de comptage spécifique à l'audit. Donc là, on va regarder qu'est-ce que vous avez comme mesure et qu'est-ce qui serait intéressant de rajouter pendant l'audit, bah, pour l'audit, pour vraiment bah, atteindre les objectifs du niveau 2, donc avoir un audit, on va dire, plutôt détaillé. Et derrière, par rapport au niveau de l'audit, le plan d'action
donc d'amélioration de la performance énergétique du site ou des sites. Ce plan d'action avec les temps de retour des actions de moins de 5 ans, il doit être publié au rapport annuel de l'entreprise. Donc en fait, avant, il n'y avait pas d'obligation d'action, de plan d'action, et cetera. L'entreprise faisait ce qu'elle voulait. Là, maintenant, elle est obligée de publier toutes les actions qui sont dans l'audit de moins de 5 ans dans le rapport annuel. Et si des actions également ne sont pas réalisées à moins de 5 ans, il faut qu'elle justifie pourquoi elles ne sont pas réalisées. En tout cas, pourquoi elles ne sont pas planifiées et réalisées à long terme. Donc voilà. Hop. Du coup, après les usages traités lors de l'audit, en fait, on va tout regarder. La production de chaleur, la production de froid, l'air comprimé, donc on va dire tout ce qui est lié aux utilités. Et derrière, les installations forcément CVC, hein, tout ce qui est CTA, traitement d'air, et cetera. Et bien sûr, le cœur pour les industriels, c'est le process industriel. Après, il y a l'éclairage. Voilà, il y a on regarde vraiment tout, avec plus ou moins de détails forcément. Ça, on va dire, c'est l'expérience de l'auditeur, de l'entreprise, qui va permettre, on va dire, de se focaliser sur là où il y a un intérêt à passer du temps et à creuser des actions d'économie d'énergie. Quelque chose qui est performant, qui est récent, et cetera. On va pas forcément passer beaucoup de temps par rapport à quelque chose qui est, plus énergivore et où l'auditeur pense qu'il y a un gros potentiel d'économie. Et donc la méthodologie de l'audit, en 4 étapes, on va dire principales: préparation de l'audit, collecte des données sur site, donc là, c'est la visite du site. Le diagnostic, c'est au bureau et on continue d'échanger bien sûr avec le site ou les sites pour, bah, déterminer les actions et les calculer et préparer le rapport. Et la dernière phase, forcément, restitution, de l'audit et plan d'action. Donc du coup, en phase 1, préparation de l'audit. Généralement, on envoie en fait un support de renseignement avec les différents documents qu'on a besoin et également un fichier Excel dans lequel l'entreprise complète les consommations des 3 dernières années, les factures, voilà, ça c'est pas mal. Et après, d'autres documents qui peuvent être le plan de comptage existant, les mesures, voilà, qui sont, relevées, par exemple tous les jours, tous les mois, et cetera. Et bien sûr, les descriptions des process et des utilités, ça peut être intéressant. Et également, on fait une réunion de lancement pour voir les documents qui ont été envoyés et commencer à préparer, bah, du coup, la future, visite du site. Donc en phase 2, vraiment le cœur de l'audit, forcément, c'est la visite de votre site, de vos installations. Donc là, on va examiner, bah, vos installations, on va essayer de répartir vos consommations d'énergie. Donc à partir de vos consommations, bah, de vos relevés, s'il y a des mesures. Et certains sites industriels, par exemple, n'ont pas de sous-compteurs. Et donc là, nous, on ramène des équipements pour essayer de répartir le mieux possible. Et forcément, à partir, bah, d'extrapolation, si on fait des mesures sur une journée, sur une heure ou sur plusieurs jours, voilà, l'extrapolation va être plus ou moins fiable, forcément. Et donc derrière, on va essayer de caractériser, bah, forcément vos besoins et comment vous utilisez l'énergie sur le site et voir si le mieux, si vous utilisez les meilleures pratiques ou pas et qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et derrière, on peut également comparer en fonction des secteurs d'activité ou des utilités. Les utilités, c'est plus simple parce que c'est assez générique. Mais en fonction des secteurs d'activité, on peut avoir des comparaisons avec d'autres sites. Par exemple, si ce qu'on appelle les MTD, meilleures techniques disponibles. Donc ça, c'est pas mal. Et sur site, on peut déjà avoir une première ébauche, au moins de la liste des actions qui seraient intéressantes sur les sites. Comme ça, on fait un débrief à chaud à la fin de l'audit sur site et ça permet déjà de savoir le ressenti de l'auditeur par rapport au potentiel d'économie, en tout cas en termes d'actions, du nombre d'actions et de faire le point avant de partir sur, bah, qu'est-ce qui manque comme données, qu'est-ce qu'on a pu voir et de bien, avoir l'ensemble des informations avant de partir. Donc après phase 3, quand on a collecté toutes les informations, et oui, je ne l'ai pas dit dans la phase 2, mais le but, l'auditeur, il audite pas tout seul votre installation ou vos sites. C'est bien sûr, c'est un travail qu'on fait conjointement. Nous, en tant qu'auditeurs, même les auditeurs les plus aguerris, forcément dans une usine, ils ont besoin de savoir comment vous utilisez vos installations, quel est votre besoin réel
énergétique, etc. Et du coup, c'est avec les échanges, avec la maintenance, avec la production, que on va pouvoir trouver les meilleures actions pour votre site et les plus pertinentes. Et donc en phase 3, avec toutes ces informations récoltées, toutes ces données, on va calculer et mettre en forme, on va dire, tout ce qui est gisement d'économie d'énergie et les actions. Et donc pour ça, on va calculer les économies en énergie, en euros forcément derrière, en tonnes CO2, etc. Et également, on va évaluer les investissements. Donc à partir soit de bases de données qu'on a en interne, soit de devis si jamais le client a souhaité un niveau 3 sur certaines actions. Et après, on va hiérarchiser, prioriser les solutions en fonction de la rentabilité et de la complexité. Ça, c'est un choix qu'on fait. Voilà, ça permet au moins de savoir tout de suite quelle action est intéressante avec un temps de retour faible et simple, et les plus complexes, mais qui des fois sont aussi les plus là où il y a le plus de gains, mais pas forcément les plus rentables des fois, en fonction des usages. Et après, on synthétise forcément l'ensemble des solutions sous forme de plan d'action. Et enfin, la phase 4. Donc là, on restitue l'audit et c'est là qu'on échange sur les actions qui ont été proposées, sur, voilà, sur la feuille de route également à suivre. Et bien sûr, on échange également sur qu'est-ce qu'on fait après l'audit. Parce que l'audit, c'est une première phase qui est assez importante, hein, c'est un diagnostic, voilà. Mais après, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. Et c'est là le plus important, c'est déjà que l'industriel comprenne et s'approprie l'audit et qu'après, on puisse aller mettre en œuvre des actions. Et là, c'est des exemples, bon, c'est des exemples de ce qu'on met dans les rapports. Bon, les récapitulatifs de consommation, ça, c'est plutôt clair normalement pour les industriels, hein, combien vous consommez à l'année, vos prix. Après, nous, on compare vos prix par rapport aux références qu'on a et du marché. Ensuite, on va avoir, hop, le slide d'après, s'il te plaît, Karl. Après la répartition des consommations, là, c'est déjà plus important. Avant d'aller dans les actions, il faut forcément savoir combien consomme l'usage. Ça, c'est vraiment primordial pour l'audit. Donc, il y a une grosse partie répartition, calcul et mesure qui est assez importante sur ce point-là. Ensuite, on a du coup fait un pré-diagnostic du système de management de l'énergie. Alors, même si le site n'est pas ISO ou ne veut pas être ISO 50001, ça permet au moins de se dire combien, on va dire, où est-ce que je me situe par rapport à la norme et aux exigences de la norme. Ça, c'est intéressant et de voir, s'il y a un audit tous les 4 ans, de voir l'évolution, voilà, par rapport à cette norme. Ensuite, le plan d'action. Donc là, c'est une liste d'actions que nous, avec l'audit, on fait, avec le rapport, on va dire, on fait un plan d'action, voilà, qu'on va mettre dans le rapport. Mais surtout, on fait un fichier Excel qui va regrouper l'ensemble des données, des hypothèses, et du coup, on vous le livre forcément à la fin de la mission. Et comme ça, vous pouvez le faire vivre. Et par exemple, si les investissements, on a mis une hypothèse et que vous faites après des devis et que du coup le prix, c'est pas 50 000 euros, mais c'est 45 000 euros, bah, vous changez, ça met à jour tous les temps de retour. Comme ça, le but, c'est pas d'avoir juste un rapport, mais c'est plutôt d'avoir un outil qui va vous servir derrière à mettre en place des actions. Et on peut aussi faire changer, bien sûr, les prix de l'énergie. Si jamais, bah, forcément en 4 ans, hein, surtout en ce moment, ça a pas mal bougé. Donc ça permet de mettre à jour en fonction de l'évolution de vos prix des énergies. Et après là, c'est une matrice de décision. En exemple, hein, chaque industriel peut aussi avoir ses propres règles de décision. Mais nous, c'est un exemple qu'on fait en fonction du temps de retour et de la difficulté. Et donc ça permet d'avoir des actions court terme et les actions plus stratégiques. Et après, la taille des ronds donne à peu près le volume d'économie en euros. C'est plus graphique, plus simple. Et là, c'est les fiches actions. Donc, chaque action qu'on indique, on a une fiche action. Et on va retrouver, on va dire, le titre de l'action, le constat qu'a fait l'auditeur et l'action qu'on propose. Après, en dessous, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a le détail des calculs et les hypothèses pour les calculs d'énergie et les estimations d'investissement. Et en haut à droite, on va retrouver le bilan
voilà, énergétique, le budget, travaux, les aides potentielles, et ça nous donne derrière les temps de retour. Et vous retrouvez également quelques cases qui signifient la difficulté. Est-ce que c'est une action qui est technique, managériale, les deux? Voilà. Et ça permet à la fin, d'avoir un plan d'action qui reprend toutes ces informations, en fait, et qui peut être modifiable, hein, le fichier n'est pas fermé. Et après l'audit, il y a plusieurs solutions, on va dire, qui vont être, proposées. Généralement, il y en a quand même, on va dire à peu près en moyenne, on avait calculé, il y a 15 actions en moyenne dans les audits énergétiques, et du coup, on va retrouver des actions simples avec une mise en œuvre directe qui peut être faite soit par le service, vos services de maintenance, méthode, travaux neufs, ou via des entrepreneurs plus locaux où c'est voilà, mettre en place une vanne, mettre en place un compteur, voilà, des choses assez simples. Ça peut être fait rapidement. Et après, quand c'est des actions un peu plus complexes, on peut faire passer par plutôt de la maîtrise d'œuvre. Donc, il peut y avoir une idée, mais derrière, il faut, la concevoir et du coup la réaliser. Des fois, c'est complexe, donc ça peut faire appel du coup, à de l'ingénierie. Et donc là, c'est plus lié à des actions, par exemple, renouvelables, chaufferie biomasse, par exemple, hein, pompe à chaleur, haute température, et cetera, ou de l'efficacité qui modifie, par exemple, une partie importante de votre process, d'un équipement, de la récupération sur des buées, voilà, sur des fours, ça peut être assez important, et s'il y a pas les ressources en interne, dans l'entreprise ou dans le groupe, bah là, ça peut être intéressant de passer par des bureaux d'études externes. Tac, et voilà, et après, il peut y avoir aussi des actions globales où forcément on peut avoir de la sensibilisation, du suivi, le comptage et de la montée en compétences. Donc ça, c'est aussi important, hein. C'est, en pilotant, efficacement vos utilités, vos process énergétiquement, et ben, avec les personnes internes qui sont formées, des fois, c'est plus efficace sur le suivi, quoi, et la sensibilisation. Il y a des grosses actions qui peuvent être faites et ça fait des économies, mais des fois aussi, il y a comment on manage les, usages dans l'entreprise, et là, c'est pas forcément le plus simple, mais c'est aussi important parce que c'est de la sobriété, c'est de l'efficacité, c'est pas forcément des gros investissements. Donc, on a besoin de tout ça pour atteindre des objectifs, on va dire, assez conséquents à la fin, pour décarboner et en tout cas réduire les consommations d'énergie. Voilà pour la partie audit, et je vais laisser Karl sur la partie ISO 50001. Merci Aurélien. Donc on va passer sur la partie un peu ISO. Donc c'est quoi l'ISO? C'est une norme internationale, donc qui est partout égale partout dans le monde. Elle s'applique à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, l'activité, les énergies utilisées. Elle permet de mettre un cadre structurant pour améliorer une performance énergétique, et c'est une démarche qui est collective d'amélioration. On n'a pas de critères, d'obligation de critères sur des performances énergétiques à atteindre. Chaque entreprise fixe ses critères et ses objectifs par rapport à ce cadre mis en place. C'est très important à savoir. Par rapport à un audit énergétique, si je veux comparer un peu l'ISO, l'audit énergétique, on va travailler beaucoup avec le service maintenance, les travaux neufs. Voilà, c'est un peu la partie technique. On va auditer le site pour voir comment on peut améliorer les utilités, le process. Par contre, quand on parle d'ISO 50001, là, on va engager l'entreprise à sa globalité. Donc, on va engager tous les collaborateurs d'une entreprise dans une démarche, dans une culture énergie pour atteindre des objectifs listés par cette entreprise. L'adoption d'une norme ISO, évidemment, pour un premier levier, c'est diminuer les consommations, donc optimiser les utilités, piloter et maîtriser tout ce qui est consommation énergétique, mais pas que. On peut avoir aussi des vecteurs environnementaux pour diminution des facteurs d'émission de gaz à effet de serre, surtout sur le scope 1 et 2. Donc, on réduit l'empreinte carbone. On peut avoir aussi des leviers économiques, donc diminuer tout ce qui est coût indirect et direct sur les projets et anticiper tout ce qui est coût lié au projet à long terme, donc en évitant de surconsommer, de faire de la surqualité sur des projets. On a un aspect qui est réglementaire, donc ne plus faire des audits énergétiques, par exemple, être à jour sur tout ce qui est veille réglementaire et anticiper les obligations de la loi DADU.
Et on peut avoir tout ce qui est levier sociétal, donc tout ce qui est image de marque à la société, répondre aux exigences des clients et des fournisseurs aussi, qui sont plus en plus demandants de cette norme ISO 50001. Les avantages, donc il y en a plein, on va en parler de trois. Donc c'est l'économie d'énergie dans un premier temps. Donc on va identifier tout ce qui est gisement d'économie et réduire tout ce qui est consommation liée à ces utilités, à la façon de faire. Et donc en diminuant les consommations, on va réduire l'empreinte carbone. On va avoir une meilleure performance opérationnelle, donc on va renforcer tout ce que la productivité et la qualité, et on va valoriser l'entreprise, donc un engagement concret visible auprès des salariés, des clients, des fournisseurs et de la région aussi. On a plusieurs étapes, 6 étapes. Donc, pour le démarrage, on va regarder tout ce qui est audit énergétique et on va réaliser tout ce qu'on appelle un gap analysis. Donc, un gap analysis, donc c'est un audit qu'on va venir sur une journée sur votre site éplucher votre façon de faire d'un point de vue réglementaire, documentaire, comment vous évaluez vos énergies sur le site, etc. Donc, on va regarder par rapport à ce que demande la norme, la façon que vous faites sur votre site. Les deux ensemble, donc l'audit énergétique et le gap analysis, vont nous permettre d'évaluer donc un planning, un rétro-planning pour dire bah, qu'est-ce qui vous manque pour finaliser la dernière phase qui est la certification de l'ISO 50001. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette certification? Donc, une fois cet état des lieux est réalisé, on va passer à la phase d'accompagnement. On va commencer par une formation, donc on va sensibiliser à l'ISO 50001 toutes les parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, c'est pas que l'équipe énergie, donc le référent énergie, la maintenance, les travaux neufs, mais on s'étend vraiment à la direction, au RH, tout ce qui est aussi, vous avez l'ISO 9001, 14001, donc les parties prenantes de ces ISO aussi vont nous rejoindre dans cette formation, car toutes ces parties-là vont avoir un impact direct sur la mise en place du système. Et d'une fois qu'on forme, on va rentrer dans l'accompagnement proprement dit. Donc, on va aider l'entreprise à mettre en place sa politique énergie, le contexte, créer sa revue énergétique. Donc, on va créer tout ce qui est l'arborescence des usages énergétiques, les indicateurs de performance, la mise en place des objectifs, tout ce qui est facteur influent par rapport à ces consommations-là. On va déterminer un plan d'action qui tient un peu la route sur à court terme, moyen terme et long terme. On va créer tout ce qui est un plan de collecte de données demandé par la norme. On va créer tout ce qui est communication interne et externe. On va regarder tout ce qui est ressources et les plans de formation. Et on va aussi regarder tout ce qui est achat d'énergie ou achat d'équipements, surtout au niveau des travaux neufs, remplacement d'équipements, de la maintenance, etc. Donc, on va vraiment chapeauter tout ce que demande la norme dans l'accompagnement. Une fois que vous êtes en phase d'accompagnement qui est vraiment avancée, donc on va dire 80% de la mise en place du système, on va passer par un audit interne. Donc c'est une phase de contrôle et de vérification. Donc il y a une autre personne qui n'est pas votre accompagnateur qui va venir auditer votre système et évaluer la mise en place de la norme sur votre site. Et donc on va écouler des non-conformités par rapport à la norme et des axes d'amélioration et les points forts de la mise en place de ce système-là. Et une fois entre le contrôle et la certification, donc il faut lever ces non-conformités, et comme ça, vous serez prêt à être certifié par un bureau de contrôle de votre choix, qui sont des organismes certificateurs qui vont venir vous délivrer ce certificat ISO 50001. À savoir qu'un cycle de certification, il s'étend sur 3 ans. Donc, vous avez l'audit initial qui est à N+1. Après, vous avez 2 audits de surveillance qui vont venir à 12 mois d'intervalle entre eux. Et après, vous aurez l'audit de renouvellement qui est à la N+3 où vous serez recertifié sur l'ISO 50001 et vous repartez sur un cycle de 3 ans. Donc voilà, c'est comme toutes les normes ISO aujourd'hui. Les facteurs clés de succès, on a beaucoup de facteurs humains. Donc, c'est très important d'avoir l'engagement de la direction et de l'ensemble de l'équipe de management. Il faut intégrer et planifier les énergies à l'industrie, au cœur de métier de l'industrie et l'économie, donc les finances de l'industrie, fédérer l'ensemble du personnel et les fournisseurs critiques et mettre en place tout ce qui est ressources, compétences, formations et procédures nécessaires pour le bon fonctionnement de ce système. On doit aussi avoir des facteurs qui sont techniques,
Donc, il faut mettre en place des indicateurs de performance qui sont fiables et maîtrisés. Il faut surveiller, mesurer une performance énergétique et documenter tout ce qui est résultat obtenu. Il faut avoir une connaissance exhaustive de tous les usages énergétiques sur le site, donc les consommations, le mode de fonctionnement, les utilités, etc. Et il faut passer régulièrement en revue le système, s'assurer que le système est toujours pertinent, il est adéquat et il est efficace par rapport aux objectifs escomptés par l'entreprise. Donc ce qu'on appelle la revue de management tous les ans. Donc ça, c'était tout ce qui est ISO 50001. Et donc, si vous voulez aller vraiment plus loin, donc là, je redonne la main à Aurélien. Oui, merci. Donc l'idée, c'est forcément pour les projets, il va y avoir des actions simples, mais et peu coûteuses. Mais derrière, il peut y avoir aussi des actions beaucoup plus complexes et assez importantes au niveau CAPEX, investissement. Donc là, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous aider en termes de subventions, de conseils, d'accompagnement. Donc là, il faut vraiment faire le tour de toutes ces institutions pour essayer de récupérer forcément des subventions les plus importantes et les plus intéressantes et afin de réaliser vos projets le plus Ok. rapidement possible, forcément. Et donc là, on va retrouver l'ADEME, donc forcément qui est connue. C'est la porte, on va dire, obligatoire sur tous les projets. C'est incontournable et c'est important de le faire. On va retrouver aussi la T2E, qui est aussi intéressant au niveau de l'industrie. Il y a des clubs, il y a des animations. Ça permet aussi de faire de la veille économique et technologique. Là, c'est plutôt là-dessus que c'est intéressant. Et après, il y a les régions, les départements qui peuvent aussi financer et subventionner des actions, des projets. Donc là, il ne faut pas hésiter dans vos régions à se présenter et à voir qu'est-ce qui est disponible pour vos projets, à partir de vos plans d'action ou d'un projet spécifique, si jamais il y en a. Ensuite, on va retrouver Pacte Industrie. Donc, c'était plusieurs programmes qui ont été rassemblés afin de fluidifier, on va dire, la visibilité des programmes. Et donc, l'impact industrie, c'est vraiment le but de décarboner l'industrie en 4 étapes, hein. Donc, réaliser l'état des lieux, ça c'est ce qu'on a parlé avant, tout ce qui est audit énergétique ou revue énergétique et bilan de gaz à effet de serre. Et après, structurer sa démarche donc, au niveau énergie et stratégie, passer à l'action avec tout ce qui est plan de financement, les études de faisabilité, les aides à l'investissement, et après également évaluer et certifier votre démarche. Donc, dans Pacte Industrie, on va retrouver un volet vraiment formation. Donc ça, avec un volet formation et accompagnement. Et après, trois volets, management de l'énergie, stratégie, financement. Et donc là-dedans, on va retrouver, par exemple, pour FEI, où la cible, c'est vraiment la montée en compétence des référents énergie. Donc là, c'est une phase, on va dire, il y a 3 phases. Une phase de MOOC, où le stagiaire, le référent, va, on va dire, apprendre ou redécouvrir la physique, et cetera, et tout ce qui est lié à la performance énergétique d'un site industriel. Ensuite, on va avoir 2 jours en présentiel avec un formateur pour échanger sur les pratiques et le rôle du référent énergie. Et ensuite, le plus long, 5-6 mois, où là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé avec un formateur pareil, qui va accompagner le référent énergie à déployer une ou plusieurs actions en termes de, soit de posture de référence, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être, établir un plan d'action. Voilà, il y a plusieurs thématiques et là, vraiment, le formateur s'adapte à l'entreprise et aux stagiaires afin que, le stagiaire et l'entreprise, au bout des 5-6 mois, soient montés en compétence sur, différents sujets. Donc là, c'est assez intéressant. Et voilà. Et après, il y a des stratégies, on va dire, qui vont un peu plus loin. Niveau formation, tout ce qui est ACT, là, c'est vraiment une vision globale carbone. Donc, c'est Low Carbon Transition. Et après, il y a une partie aussi financement, qui est plutôt la cible là, au niveau des DAF. C'est accélérer le financement des projets d'économie d'énergie ou de décarbonation. Donc là, c'est comprendre le financement de ce type d'action qui peut être particulier. Et après, on va retrouver des actions plutôt d'accompagnement assez techniques. Donc, par exemple, étude d'opportunités mix énergétiques. Donc là, c'est vraiment que pour les industriels, impact industrie. Et là, l'idée, c'est vraiment une étude d'opportunité pour faire
le tour de toutes les solutions qui sont possibles, du coup qui existent, et voir lesquelles sont possibles et intéressantes pour le site. Et donc là, c'est vraiment par sirette et non pas par sirène. On peut avoir plusieurs études mixtes dans un groupe, sur chaque site. Donc là, c'est assez intéressant. Et il y avait aussi en accompagnement les primes à la certification ISO 50001, mais ça, c'est fermé depuis longtemps parce qu'ils ont atteint Le le co- nombre d'aides allouées sur ce programme. Et après, sur la stratégie, on a la stratégie EU trajectoire d'investissement bas carbone. Et donc là, c'est vraiment une vision long terme au niveau de l'entreprise, d'un groupe, pour se dire, mon entreprise, comment je vais faire pour décarboner et en partant bien sûr de l'état des lieux et en allant vraiment creuser, est-ce que mes produits, mon usine, est-ce qu'elle est viable pour 2050 au niveau carbone, au niveau RSE? Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'exhaustif et d'arriver à une vraie stratégie de décarbonation. Et voilà, et après le reste, c'est lié, on peut passer. Et donc sur ces différents volets Pacte Industrie, on va retrouver des aides, des taux d'aide alloués et surtout une assiette éligible. Donc en fonction de l'assiette éligible, après on va faire sur cette assiette maximum, on va faire par exemple pour ProFI, c'était 70% de l'assiette éligible pour les entreprises avec un sirène de moins de 250 salariés. Les autres, ils payent 100%. Par exemple, il y avait études mix énergétique. Donc là, le plafond, c'est 15 000 euros pour l'assiette éligible. Et sur ces 15 000 euros maximum, vous allez être subventionné 80%, 70%, 60%. Donc c'est des aides quand même assez importantes. Même pour les ETI et grands groupes, il reste quand même que 40% de reste à charge. Donc c'est intéressant. Et après, sur les stratégies, on va dire, plus importantes au niveau investissement bas carbone, là, on est sur, s'il n'y a que la stratégie, c'est 30 000 euros d'assiette éligible. Et s'il y a la stratégie et la trajectoire, c'est 50 000 euros. Et du coup, c'est plus important au niveau du prix, forcément, parce que c'est une vision groupe, donc avec plusieurs entreprises, etc. Ça, c'est important et c'est un gros travail qui est réalisé. Et après, bon, il y a des petites formations, évaluations, donc là, bon, c'est des budgets un peu moins importants, mais qui peuvent être faits aussi dans ce parcours. Ok. Donc voilà, donc on a fini sur notre présentation. Donc on va rouvrir les micros, voir les questions. Et du coup, on va pouvoir y répondre. Alors, Si vous voulez, vous pouvez lever la main aussi au cas où. dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, s'il y a une question. On est disponible après maintenant ou après, hein, plus tard. Si les questions viennent après, on reste disponible. Tac. Non, personne. Bon. Ah, du coup, ah, tac. Une question. Nous sommes certifiés ISO 50001. Cela veut-il dire qu'un SME sera obligatoire en 2027? Alors, du coup, Karl, bon, c'est ta partie. J'ai la réponse, mais Non, mais en fait, si vous êtes déjà certifié ISO 50001, ça veut dire si vous êtes dans le cadre où vous dépassez les 23,7 gigas, vous répondez à la norme. Donc en fait, vous l'êtes déjà. Et après, si vous êtes entre les 2,7 et les 23,6, vous êtes exempt d'audit énergétique comme l'ancien dispositif qui existait. Donc ça change rien. oui, peut-être la précision à donner, c'est que ISO 50001 et SME, en fait, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est que SME, c'est Système de Management de l'énergie. Et la réglementation ne parle pas d'ISO 50001. Elle dit Mm. juste, il faut un système de management de l'énergie certifié. Et le seul qui existe au C'est niveau l'ISO. mondial, c'est l'ISO 50001. Après, il y a des industriels qui avaient des systèmes de management de l'énergie non certifiés en interne, donc qui ressemblaient fortement à l'ISO 50001, mais il faut pouvoir le certifier. Et des fois, ça peut coûter plus cher ou autant faire l'ISO 50001, autant se caler là-dessus. Mais certains groupes assez gros avaient fait leur démarche de leur côté. Voilà.
Normalement, ça répond à la question, mais n'hésitez pas si c'est pas clair. Pareil, on peut ouvrir les micros, hein, n'hésitez pas. Ah, c'est les micros qui sont bleus. Tac, tac. Alors, là, normalement, c'est bon. Activez même le son. Hop. Ok, Ouais, oui, c'est ça bon, ça fonctionne. Bonjour. fonctionne. Oui, parfait. Désolé, on n'est pas activé. Donc, c'est moi qui avais posé la question par rapport au Oui, SME. Et donc, juste parce qu'en fait, on est en réflexion, donc comme on est certifié ISO, mais par contre, la problématique plutôt chez nous, c'est que notre système, ou comment dire, nos différents outils qu'on utilise actuellement sont un peu éparpillés et qu'on réfléchit à un logiciel de MS. ok. Parce Ouais, qu'en fait, tout ce que vous avez proposé en fait dans votre audit, ça rejoint fortement le MS en fait. ouais, mais oui, euh, Les le tableaux de monitoring suivi, system, c'est ça. Energy c'est ça, oui. Monitoring Oui, System. oui, Ouais, mais là, c'est plus cet outil-là, il va aider plutôt dans le suivi, voilà, mais il n'est pas obligatoire. Mais il est oui, c'est fortement ça. recommandé, parce que pour suivre les usages énergétiques, notamment significatifs, les IPE, et pouvoir déceler des anomalies, c'est sûr que c'est mieux quand on mesure et qu'on a des datas qui sont traitées quasiment automatiques. C'est beaucoup plus simple. Plutôt qu'un relevé manuel, un relevé manuel mensuel, c'est pas, C'est sûr. ça va pas passer sur les US, par exemple, qui consomment plusieurs milliers de mégawattheures. Bon, Ok. ça passerait pas, quoi. Ah, très bien, Mais c'est merci. pas forcément corrélé. La norme ne dit pas il faut un EMS. Oui, 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 bien sûr. Elle dit il faut suivre les IPE et les usages, mais au prorata de, on va dire, de ce que ça consomme, hein, forcément, hein. Donc, on va pas mettre un système à plus de 100 000 euros si jamais la consommation du site ne dépasse pas les 100 000 euros, quoi. C'est pas, voilà, Oui, bien sûr. c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Elle n'oblige pas à certains points, mais quand on la lit, bon, des fois, pour les très gros industriels, on va dire même gros et très gros, bah, en fait, ils sont quasiment obligés parce que sinon, c'est pas tenable pour les équipes, en tout cas, pour traiter ces informations, quoi. C'est ça. D'autres questions? Donc, les micros sont ouverts, ça sera plus simple. Hop. Bon, je crois que c'est tout. On va clôturer, du coup, je pense, Karl. Oui, très bien. Allez. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé. Et on reste disponible. On enverra la présentation, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, notamment avec la canicule. Ça, des fois, ça a bougé certains process et autres organisations. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter quand il fera un peu plus frais. Et on se rendra disponible et on regardera votre besoin. Et normalement, on a tout pour y répondre. Voilà. Allez, merci et puis bonne journée. Tous, bonne journée. Allez, au revoir.